Nous ne quittons pas l'histoire de l'alimentation. Nous aurions pu médiatiser cette communication en annonçant à grands coups de flonflon qu'elle était relative à un sujet très à la mode, qui est l'histoire sociale de l'alimentation. Bref, Olivier Borgeaud a souligné l'importance de la viande dans l'alimentation des bourgeois de la campagne. Il est bien vrai que la consommation de viande est une des grandes innovations alimentaires depuis la fin du XVIIIe siècle. Et c'est pourquoi nous allons écouter Jean-Philippe Huellin avec un très grand intérêt. Sa communication porte pour la consommation de viande et sur les bouchers à Lons et dans 2 communes voisines. Merci de nous faire profiter de votre très grande connaissance des archives municipales de Lons. C'est infiniment précieux. Je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs, d'être présents cet après-midi ensoleillé aux archives départementales. Je tiens beaucoup à remercier le conseil d'administration de la Société d'émulation du Jura, Madame la Présidente, Monsieur le Trésorier et les membres du conseil d'administration pour leur confiance, parce que c'est une nouvelle fois, je crois que c'est la 5e ou la 6e, où je suis présent devant vous pour une communication qui concerne en général le secteur de Lons-le-Saunier. Et c'est toujours avec un grand plaisir, et j'essaye, dans la mesure du possible, de varier un peu les plaisirs. Et cette fois-ci, je suis un peu plus loin des statuts qui nous avaient occupés ces dernières années pour parler un peu plus des hommes, et en particulier des bouchers. Je ne peux pas commencer cette communication sans la dédier à mes grands-parents maternels, qui étaient bouchers pendant une 40aine d'années après la Deuxième Guerre mondiale, à Delle, dans le territoire de Belfort. Et mon grand-père et ma grand-mère étaient les derniers d'une lignée, d'une dynastie de bouchers qui, pendant plusieurs générations, entre le sud de l'Alsace et le Jura roman et le territoire de Belfort, ont été des bouchers pendant plusieurs générations. Dynastie qui s'est arrêtée avec ma mère ici présente, qui, pour tout l'or du monde, n'aurait pas épousé un boucher. Donc vous voyez que autre temps, autre mœurs. Cette dynastie s'est arrêtée, mais c'est avec grand plaisir que je me suis penché effectivement sur le passé des bouchers lédoniens qui certainement devaient ressembler beaucoup au travail de mes aïeux dans cette région du Nord-Franche-Comté. Alors effectivement, je voudrais revenir en introduction sur mon approche méthodologique, parce qu'effectivement, entre le titre que j'avais annoncé à la Société d'émulation il y a quelques mois et ma communication, il y a quelques modifications. Effectivement, mon approche initiale était de parler des bouchers, les personnes, les boucheries et la consommation de viande, c'est-à-dire l'interaction avec la clientèle. Or, j'ai préféré retirer la question immobilière, j'en parlerai un petit peu pour vous donner quelques repères, mais ce ne sera pas au cœur de ma communication, puisque nous en avons parlé avec Jean-Luc Mordefroy, il serait envisageable dans les mois qui viennent qu'on puisse vous proposer une exposition dossier, parce que nous avons effectivement plusieurs éléments, plusieurs plans sur les différents lieux qui ont servi de boucherie à Lons-le-Saunier depuis le Moyen-Âge, et je pense que ce serait intéressant qu'on ait des visuels plus nombreux, et donc je ne voudrais pas trop en dévoiler lors de cette communication sur ce beau sujet. De même, j'ai retiré l'aspect de la consommation, parce que je me suis rendu compte que finalement nous avions peu d'éléments pour calculer cette consommation de boucherie et de viande à Lons-le-Saunier à l'époque, puisque beaucoup de ces archives ont disparu. Alors on a bien retrouvé un livre de la boucherie de Lons entre 1776 et 1786, mais c'était en dehors de la période qui m'intéressait, et je pense que ça mériterait peut-être qu'on se repenche dessus avec les quelques chiffres que l'on peut avoir. Cette communication est aussi l'occasion pour moi d'explorer des sources nouvelles
effectivement, j'ai un peu la chance de pouvoir vous proposer des archives qui n'ont jamais été explorées, puisque ce sont les archives modernes de la ville de Lons-le-Saunier qui sont plus ou moins disponibles. En tous les cas, il n'y a pas un très gros travail qui a été fait depuis plusieurs décennies sur ce dossier-là à Lons. Alors j'ai bon espoir, et je crois savoir que ça avance un petit peu, mais c'est vrai que ces archives modernes, qui courent de 1789 jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas véritablement inventoriées, et je m'y emploie un petit peu, et au travers ce travail un petit peu ingrat, j'essaye d'en tirer des sujets qui peuvent être intéressants, et donc vous aurez ici des éléments qui sont parfaitement inédits. En tous les cas, ce sont des boîtes d'archives qui n'ont pas été ouvertes depuis 1855 à peu près. J'ai aussi établi, puisque le sujet qui m'intéressera, ce sont les bouchers, j'ai établi un corpus de précisément 201 bouchers. 201 bouchers qui ont exercé la boucherie dans le secteur de Lons-le-Saunier, auquel j'ai associé, puisque de nombreux liens familiaux sont très intenses, les communes de Conliège et de Montmoreau. Donc on a, vous verrez les proportions tout à l'heure à travers quelques tableaux, mais en fait le secteur pertinent pour comprendre l'activité des bouchers de Lons-le-Saunier à l'époque, c'est véritablement ces 3 communes réunies. 201 bouchers sur une 60aine d'années. C'est un chiffre considérable, puisque, par exemple, pour la décennie 1776-86, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y avait 3 bouchers à Lons-le-Saunier qui étaient des bouchers habilités, qui avaient le droit d'exercer leur profession dans la boucherie de Lons-le-Saunier. Et donc, on est passé véritablement à une autre dimension après la Révolution française, puisque celle-ci a quand même détruit l'organisation des métiers d'Ancien Régime, et donc on sent bien que dans cette brèche sont venus se greffer toute une population nouvelle qui, sur le besoin et sur l'envie de consommer de la viande qui naît effectivement, notre collègue Bourgeot nous en a parlé juste avant, qui naît au XIXe siècle, eh bien, beaucoup de personnes entrent dans ce métier, nous le verrons au cours du XIXe siècle. Alors, ceci étant précisé, voilà le plan que je vous propose pour ma communication. Donc en 2 temps, une première partie sur les bouchers entre eux, sur cette société des bouchers, et dans un 2e temps, leur place dans la cité, donc un aspect plus sur plus social dans un 1er temps et plus politique dans un 2e temps. C'est un plan assez tarte à la crème, pourrait-on dire, mais en tous les cas, qui me semble le plus efficace pour ce qui nous intéresse. Alors, pour commencer, cette société des bouchers, effectivement, quelques précisions sur les catégories, parce que je pense que on va parler de catégories de bouchers, et derrière cette catégorie générale des bouchers se cachent en fait d'autres métiers, charcutiers, tripiers, que nous associons aujourd'hui dans un ensemble des bouchers, mais il convient, parce que les archives le précisent, que ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Même si je pense qu'à l'époque, déjà, le métier de charcutier et de boucher peut être associé, à ceci près que le terme de boucher me semble plus laudatif que celui de charcutier. Alors, qu'est-ce qu'un boucher à l'époque? Eh bien, c'est une personne qui tue, qui débite et qui vend de la viande de bœuf, de veau et de mouton. Alors, j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, ce sont des tâches qui sont séparées. Les tueurs ne sont pas les débiteurs ni les vendeurs. Pour nous, le boucher aujourd'hui, c'est le vendeur. À l'époque, le boucher fait tout. C'est-à-dire qu'il achète des bêtes sur pied, qu'il fait venir lui-même à la boucherie, il les tue, il les débite, il les vend, sans doute les vend-il avec son épouse. Je reviendrai sur ce point-là qui est très important, mais le rôle des épouses est essentiel ici, puisque ce n'est pas qu'un métier masculin, nous le verrons, c'est un métier qui associe les hommes et les femmes. Les charcutiers sont des personnes qui, comme on appelle cela à l'époque, apprêtent et vendent du porc frais ou de la chair de porc cuite, ainsi que ce qu'on appellerait aujourd'hui de la charcuterie. Donc là, c'est essentiellement le travail du porc. Et puis le tripier, c'est la personne qui vend les abats des bêtes débitées
par les bouchers. Donc le trépied est en quelque sorte un associé du boucher. Et c'est d'ailleurs une profession pour laquelle on a le moins d'informations. Alors, quels sont les lieux d'exercice de ces bouchers? Je vous l'ai dit, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, mais déjà pour que vous ayez quelques éléments là-dessus, vous avez devant les yeux une carte qui vous précise les 3 lieux qui nous intéressent dans cette première partie du XIXe siècle. Le premier, vous l'avez ici, c'est la boucherie. Alors, pour que les choses soient claires dans l'esprit des uns et des autres, ça se situe aujourd'hui en plein milieu de la rue Saint-Désiré. Là, vous avez l'angle avec le quai Turel. C'est un bâtiment qui a disparu, puisqu'aujourd'hui, c'est une large avenue qui a été ouverte. Mais à l'époque, jusque dans les années 1840, il y a donc une continuité de la rue Saint-Désiré, de la place de la Liberté jusqu'à l'église Saint-Désiré. Et donc, au milieu de cette rue, il y a le bâtiment de la boucherie qui a été construit en 1660, entre 1660 et 1670, et qui existe à l'époque. Il est donc construit sur la Vallière, et c'est un bâtiment qui contient 6 à 8 bancs de bouchers qui sont affermés, puisqu'il y a un système d'affermage qui est mis en place. Dans un premier temps, des années 1787 à 1808, on en compte 6 à 8. Je vous rappelle que dans la décennie précédente, il n'y avait que 3 bouchers, donc on note déjà une augmentation à l'époque. À côté de cette partie de bancs de bouchers qui servent à la vente, il y a la partie tuerie qui est immédiatement derrière les bancs, donc il faut s'imaginer que tout cela se passe dans la même pièce, et on compte à l'époque une tuerie qui est montée dite de 13 tours, c'est-à-dire de 13 endroits où l'on peut tuer les bêtes. Notons aussi que les bouchers peuvent et doivent, quand ils passent ce bail avec la ville de Lons-le-Saunier, il y a un bail sur les ustensiles qu'ils utilisent. C'est-à-dire que le matériel n'est pas la propriété des bouchers, il est la propriété de la ville. Alors, des coffres, fontaines, tuyaux, bassins, étaux, crochets, tours, poulies, cordages, etc. sont mis à disposition de la ville, mais à modier. Et donc, bien sûr, l'usage implique une redevance. Vous avez ici sur la diapositive suivante un plan qui reprend un projet. Alors, c'est un projet parce qu'il n'a pas été réalisé. Ce plan est néanmoins assez intéressant parce qu'il vous montre la taille, vous l'avez ici dans un jaune assez clair, la taille de la boucherie de l'époque. Et en 1813, puisque ce plan qui a été fait par le célèbre architecte Gabillot, l'architecte lédonien bien connu, est fait donc en 1813, il y avait le projet à l'époque, d'abord de l'alignement et donc du retrait de la boucherie, d'une partie par rapport à la route pour élargir la rue Saint-Désiré, et puis surtout le projet de créer un quai, puisque comme vous l'avez vu dans le plan précédent, il n'y avait pas de passage possible, il n'y avait pas de quai. Donc l'idée ici était de réduire la taille de la boucherie, sachant qu'il y avait en parallèle, je vais vous en parler dans un instant, un projet de création d'une tuerie. Et donc à l'époque, l'idée c'est de séparer les deux activités, la tuerie d'un côté, plus en aval, et d'avoir dans cette boucherie uniquement la partie vente, puisque les bouchers de l'époque sont tenus de vendre la viande uniquement dans la boucherie. Il n'y a pas comme aujourd'hui de boucherie indépendante, de boutique de boucher. La totalité des ventes doivent se faire dans la boucherie. Donc ça, c'est un projet qui date de 1813. Alors vous avez aussi, je vous ai ajouté une autre vue pour que vous ayez les plans aussi en coupe. Donc là, c'est quand on est sur la rue Saint-Désiré, vous voyez que ce réaménagement permettrait de libérer le quai. Et vous avez ici, sur la largeur, donc un bâtiment qui serait à 2 étages et qui permettrait aux gardiens ou aux préposés, leur titre varie au cours du temps, d'avoir des logements à l'étage. Donc ce projet n'a pas été réalisé. Je vais vous expliquer pourquoi rapidement, puisque ce qui se passe à partir de 1813, en fait, c'est qu'il y a un projet de tuerie. Et donc cette boucherie, elle voit le nombre de ses usagers augmenter beaucoup,
puisque pendant cette décennie des années 1810, beaucoup de nouveaux bouchers entrent dans le métier et on ne peut plus tous les loger. Donc on passe par la suite, donc vous avez ici les emplacements en 1807, hein, les 8 bancs qui existaient au début du siècle. Et bien de ces 8 bancs qui existaient en 1807, on passe à 10, puis à 12. Donc vous voyez qu'ici, en 1818, 1819, à partir du moment où la tuerie est ouverte, eh bien je dirais que l'arrière-salle qui servait de tuerie est cette fois-ci dévolue totalement à la vente des bouchers. Donc on passe de 10 bancs à 12. Là, on est en 1818, la totalité du bâtiment est dévolue à la vente. C'est en 1820 que la tuerie ouvre et c'est en 1826 que les derniers bouchers quittent le bâtiment. Parce que ce qui s'est passé entre-temps, c'est effectivement la possibilité, en tous les cas, la liberté qui est laissée aux bouchers de pouvoir avoir leur boutique et de pouvoir débiter et vendre chez eux, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Donc c'est à partir des années 1822, 23, 24 qu'il y a une désaffection pour ce bâtiment et que finalement, au moment où la tuerie est ouverte, cette opération-là est faite dans la tuerie et la vente se fait au domicile des bouchers. Donc le bâtiment de l'historique boucherie devient inutile. Les derniers quittent le bâtiment en 1826, qui est à ce moment-là confié à d'autres usages. Et finalement, comme il y avait des problèmes avec le mur mitoyen, qui était ici le bâtiment de la famille Devernois, l'architecte Devernois, Augustin, il y avait des problèmes d'infiltration d'eau entre les deux bâtiments. Et donc, c'est en 1837 que ce bâtiment, cette boucherie donc bâtie en 1660, est détruit et donne finalement cette ouverture et la création de ce quai tel qu'on le connaît aujourd'hui, même si à l'époque la Vallière coulait, elle n'était pas canalisée. Alors, autre lieu qui va vous paraître un peu plus saugrenu pour exercer le métier de boucher à l'époque, eh bien sûr, c'est l'église neuve. Cette église neuve, c'est aujourd'hui le théâtre. Et vous savez, ce projet de construction d'une église dite neuve à la fin du XVIIIe siècle, le projet qui est abandonné, il l'était déjà un petit peu avant la Révolution. Donc on a une église neuve en ruine, puisque seul le premier étage a été construit, à l'air libre, puisque le bâtiment n'a jamais été couvert. Et donc vous avez ici son plan en 1809. Cette église neuve est investie en particulier par les bouchers, puisque en 1802, les autorités se plaignent qu'il n'y a pas de tuerie pour les cochons. Puisque, comme je vous l'ai dit, les bouchers tuent le bœuf, le mouton, le veau à la boucherie, mais les cochons sont tués là où les charcutiers veulent bien le faire. Et donc, ça commence à poser un problème d'hygiène pour la municipalité. Et donc, naît ce projet de créer une tuerie pour les cochons. J'ai d'ailleurs retrouvé un élément qui me paraît intéressant. Il est demandé que le citoyen-maire fixe un local. Et donc les travaux sont faits en 1805 et le lieu fixé est destiné pour égorger et échauder les porcs par les charcutiers et marchands de cochons de la ville. C'est une partie de cette église en ruine. Et donc il faut s'imaginer que dans l'église neuve en ruine de l'époque, il y avait au quotidien des charcutiers qui tuaient des cochons, qui les débitaient sur place et qui les vendaient. Donc voilà une des activités que l'on a dans cette église neuve au début du XIXe siècle. Ce n'est pas la seule, puisque à partir de 1805, donc, une partie de ce bâtiment est amodiée pour la tuerie des cochons, et à côté d'elle, il y a aussi des bancs, puisque bien sûr, ces charcutiers, il faut qu'ils puissent vendre leurs cochons débités, et donc on a en 1805 16 bancs qui sont prévus pour les charcutiers. Alors en réalité, 8 seulement sont amodiés en 1805. Pour autant, très vite, on se rend compte que ça ne suffit pas. Dans la suite de cette période, dans les années 30 en particulier, le reste... Alors, sachant qu'entre-temps, vous le voyez ici, il y a une réduction de la taille du bâtiment, puisqu'en 1811, l'architecte attirait
rachètent les matériaux utilisés pour construire l'église. Et donc, il ne reste à partir de 1812 que le chœur, et donc l'activité des charcutiers se replie sur le chœur de l'église, mais sont investis aussi les pourtours de l'église. Et donc, dans ces travées restantes, à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, sont aménagés des bancs de charcutiers. Sur le côté, donc rue du Jura, rue Jean Jaurès aujourd'hui, mais également à l'arrière et sur les côtés. Donc, comme ce sont des bancs, eh bien, c'est amodié par la ville, et on a donc précisément, voilà, 9 bouchers qui sont derrière l'église, du côté de la petite chevalerie, entre 1823 et 1845. Les derniers sont chassés par le maire, puisqu'il y a le projet de construction du nouveau théâtre. Les derniers plient bagages en 1845, contraints et forcés par l'autorité municipale. Mais ça veut dire quand même que pendant une quarantaine d'années, ce bâtiment sert de tuerie des cochons. Pour l'instant, avant-dernier élément que je voulais vous signaler ici sur la localisation, c'est la place du marché. Puisqu'il est aussi possible, à partir de 1806, de vendre de la viande sur des places qui sont celles du marché hebdomadaire du jeudi, place de la Liberté. Et donc ici, c'est le seul descriptif que j'ai pu retrouver. Donc il faut imaginer effectivement cet alignement de 2 rangées de bancs avec une allée centrale. Et vous voyez qu'il y a un espace dévolu à la mercerie, au boulanger, et tout le reste est dévolu au charcutier. Donc charcutier, ça veut dire strictement vente que de cochons. Donc là, c'est sur la place de la Liberté, de 1806 jusqu'en 1829, où naît la volonté de tous les regrouper à l'arrière de l'église neuve, et donc les derniers charcutiers quittent le marché en 1832. Enfin, dernier lieu qui nous intéressera aujourd'hui, eh bien, c'est cette tuerie, cette fameuse tuerie dite du Ponto. Alors c'est un bâtiment, les Lédoniens le connaissent peut-être, c'est un bâtiment qui existe encore. Aujourd'hui, je crois que c'est l'association La Cambuse qui en a pris possession et qui l'occupe pour ses activités. C'est un bâtiment qui a servi de gymnase, qui a vu d'autres commerces l'occuper depuis qu'il a été désaffecté il y a déjà assez longtemps. Ce bâtiment existe encore, il était construit bien sûr plus en aval, donc du côté du Pont-Neuf, à côté du Pont-Neuf qui se situe ici, et donc au bord de la Vallière, entre la Vallière et ce qui existait à l'époque comme le canal de la Saline, qui a aujourd'hui disparu. Alors, cette tuerie du Ponto, le projet naît en 1807. Il est relancé sous l'Empire en 1811 et on procède aux premières adjudications et aux travaux dans l'année 1812. Pour autant, des problèmes administratifs font que le chantier n'avance pas beaucoup et comme vous connaissez l'histoire, les années 14 et 15 ne sont pas vraiment des années propices à la construction de nouveaux bâtiments. Et donc, il y a un arrêt total du chantier jusqu'en 1817. Un nouvel architecte, un nouvel entrepreneur reprend les plans de Gabiot, puisque c'était également lui qui avait fait ces plans de la tuerie. Et en réalité, le chantier n'est terminé qu'à la fin de l'année 1818. Et donc, il y a plusieurs arrêtés du maire pour faire en sorte que les bouchers quittent la boucherie, en tous les cas pour la partie tuerie, et investissent totalement cette nouvelle tuerie du quartier, donc du Ponto. Très vite, pourtant, des problèmes naissent, puisque manifestement, dès le milieu du siècle, donc à la fin de la période qui m'intéressait pour cette communication, eh bien, les bouchers se plaignent que le bâtiment est trop petit. Il est trop exigu, puisqu'il est finalement guère plus grand que la place qui leur était dévolue dans l'ancienne boucherie. Un mot sur la question du domicile des bouchers. Alors, vous avez ici un autre plan, ça vous dira peut-être plus, puisque le bâtiment existe encore. Donc voilà ce qu'il donnait en plan et en façade. Quelques mots sur les domiciles, puisqu'effectivement les boucheries, les boutiques de bouchers n'apparaissent que étrangement en 2 périodes. Il y a une première apparition de ces boutiques de bouchers, c'est-à-dire où on vend de la viande de boucherie à domicile, chez les bouchers eux-mêmes,
à partir de 1810-1811. Il semble qu'il y a eu une libéralisation du marché pendant l'Empire. En tous les cas, c'était une loi. Et il y a eu un boucher lédonien qui a voulu que la loi s'applique, y compris à Lons-le-Saunier. Il était assez ambitieux. Et ce à quoi le maire s'opposait. Donc il y a eu une opposition entre ce boucher qui s'appelait Grenier, qui était originaire de Conliège, et le maire de Lons de l'époque. Et ça a donné lieu à une affaire qu'il faudrait développer, je ne pourrais pas le faire aujourd'hui, mais qui mériterait d'être développée, puisque le petit boucher de Conliège en activité à Lons a fait appel au ministre directement pour faire valoir son bon droit. Et donc le ministre de l'Intérieur de l'époque lui a donné raison et lui a permis de débiter et de vendre sa viande, ses bêtes, chez lui, ce qu'il a pu faire pendant quelques années, jusqu'en 1817, avec la Restauration. On revient au système d'avant pour des raisons, à chaque fois, qui sont mises en avant, qui sont celles de l'hygiène. En réalité, je pense que ce sont plutôt des raisons financières, puisque c'est la boucherie qui rapporte le plus d'argent au budget municipal à l'époque. Et donc, d'avoir tous les bouchers au même endroit, c'était quand même plus simple pour percevoir l'argent qu'ils devaient. Donc je pense que l'hygiène venait après pour les autorités municipales. Et donc en 1817, la permission tombe, elle ne revient que dans les années 23-24. Je n'ai pas trouvé véritablement de date, mais je pense que c'est progressif et que finalement on revient à la situation de 1811-1812. Et on a aujourd'hui les boutiques telles que vous les connaissez, avec la seule obligation qui leur reste, bien sûr, c'est de tuer leurs bêtes dans la tuerie. Et après, le débitage et la vente peut se faire à domicile. Alors, en guise de bilan, puisque j'ai associé effectivement ces trois communes, quelques chiffres sur ces lieux de résidence pour ces 201 bouchers, puisque à partir de ce corpus, j'ai établi un certain nombre de statistiques. Je pense que j'avais un corpus suffisamment important pour élaborer quelques statistiques et comprendre un peu comment ça fonctionnait. Donc vous voyez ici sur ce tableau que les bouchers qui n'exercent qu'à Lons ne représentent que 102 bouchers, donc à peu près la moitié. Il y en a 39 à Montmoreau, 24 à Conliège, et les autres, eh bien finalement, ils habitent une commune, ils travaillent dans une autre, et vous voyez que certains travaillent même entre Montmoreau et Conliège sans passer par Lons. Mais il y a véritablement une interaction entre ces trois communes. Les bouchers de Montmoreau travaillent à Lons, des bouchers de Lons partent dans l'autre sens à Montmoreau. C'est véritablement, pour eux, à l'époque, le même espace de travail. En tous les cas, il y a quelque chose qui ressemble à cela. Je me suis aussi intéressé, puisque j'avais leur adresse, pour la plupart, à leur adresse lédonienne. Et quand je dis adresse, c'est bien le lieu où ils vivent. Ce n'est pas le lieu immédiatement où ils peuvent débiter ni vendre. Mais effectivement, les premières boutiques qui apparaissent dans les années 20 sont précisément, surtout rue Saint-Désiré. Effectivement, puisque la boucherie était rue Saint-Désiré, les bouchers habitaient à proximité de cette boucherie. Également la rue du Jura et la rue du Commerce. Avec quand même, et c'est intéressant de le noter, une prolongation. Alors, le quartier de la Comédie, parce que c'était le quartier originel de la boucherie, la première boucherie était justement dans ce quartier de la Comédie, du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle, et donc il y a une tradition bouchère dans ce quartier. Et puis la prolongation rue Lecourbe et rue des Salines qui est intéressante, parce qu'elle montre bien les liens avec Montmoreau, et aussi, il faut bien le dire, le trafic qui existait de façon très importante entre ces deux communes. Autre tableau qui nous montre les utilisateurs. Ici, c'est aussi intéressant de voir quels sont les lieux où exercent les bouchers. On les retrouve, pour certains, exclusivement à la boucherie. 25. Il y en a 12 qui n'exercent qu'à l'église neuve. 4 seulement qui ne sont que dans le marché, mais vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup qui sont dans plusieurs lieux. Et en général, on observe une certaine progression de carrière, je dirais. On observe que certains peuvent commencer sur le marché, avoir ensuite une place permanente, puisque le marché c'est qu'une fois par semaine, ensuite avoir un banc permanent autour de l'église neuve, pour espérer accéder un jour et avoir suffisamment d'argent pour accéder à un banc à la boucherie. Puisque bien évidemment, on parle d'amodiation, mais il y a un rapport au cours de cette période de parfois 1 à 30 entre le coût du banc sur le marché et du banc à la boucherie.
Donc ce ne sont pas du tout les mêmes qui peuvent se payer l'une ou l'autre de ces places. Je me suis aussi intéressé finalement à leur trajectoire sociale, puisque en ayant pu reconstituer l'arbre généalogique de tous ces bouchers, on peut se demander d'où ils viennent et ce qu'ils font. Alors, la question qui m'a paru intéressante, c'est comment devient-on boucher? Eh bien, on se rend compte ici avec ce tableau qu'il y a en fait 3 modes. Le premier, bien sûr, c'est la naissance. On a des dynasties de bouchers. On a des dynasties de bouchers 95 sur 200. Mais il y a quand même un autre accès qui est très intéressant, c'est le mariage. Et le mariage, vous voyez qu'il est à l'époque finalement à parité entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que bien sûr, des femmes qui n'étaient pas bouchères le deviennent en mariant un boucher, mais on a aussi et quasiment autant des hommes qui ne sont pas bouchers, qui deviennent bouchers en mariant une fille de boucher, et qui était déjà bouchère. 43, je dirais, hommes nouveaux ou femmes nouvelles dans la profession, un quart à peu près, mais il n'est pas exclu que parmi ces nouveaux, certains avaient des liens avec la profession déjà depuis un certain... avec des oncles ou des grands-parents, parfois ça saute une génération, parfois on n'a pas d'indication, donc je les ai mis là, et vous voyez que quand même c'est une société qui est assez homogène, endogène en quelque sorte, repliée sur elle-même. Et j'ai exclu de mon corpus, parce qu'il y en avait beaucoup d'exemples quand même, des liens avec des bouchers de Courbouzon, de Courlaoux, de Courlan, de Filly, qui sont assez nombreux aussi présents à Lons. Par la suite, je me suis demandé aussi, pour ceux qui n'étaient pas bouchers, quelle était la profession de ses parents de bouchers. Et là, bien sûr, on se rend compte que l'activité lédonienne par excellence de l'époque, c'était les vignerons, donc on retrouve beaucoup de vignerons. De cultivateurs, laboureurs, ça sera plutôt pour ceux qui sont de Montmoreau ou Conliège. Et que finalement, les autres professions, bon, ben, elles existent, mais elles sont quand même beaucoup plus rares, avec un petit lien avec les métiers de bouche, les commerces de bouche, aubergistes, cabaretiers, boulangers. Quelques liens aussi avec les cordonniers. Là, c'est le travail du cuir, de la peau des bêtes, et donc on a quand même quelques liens avec les cordonniers, j'aurai l'occasion d'en reparler. Tableau suivant, et ça aussi c'est quelque chose qui peut nous étonner, quand on parle de bouchers, on pense que ce sont des professionnels qui ne font que ça. Or, ces bouchers de l'époque ne sont pas que bouchers. On a aussi des bouchers qui sont bouchers et vignerons, qui exercent les deux, successivement ou en même temps. Cultivateurs, laboureurs, ça c'est extrêmement intéressant, ce sont certainement des éleveurs en fait. Et j'en ai trouvé beaucoup à Conliège et surtout à Montmoreau, donc des gens qui ont la double activité, celle d'élever les bêtes et d'être bouchers. Les autres professions, on les retrouve, et on trouve ici les emplois féminins pour les filles qui ne sont pas de famille bouchère et qui le deviennent, donc des emplois plus féminins pour ces bouchères en devenir. On peut se poser aussi la question de la relation entre les bouchers et de ces bouchers avec les autres professions. Alors, ici, quelques éléments. On a d'abord un très fort réseau amical qui peut se voir justement sur les actes d'état civil, puisqu'il y a beaucoup de bouchers qui sont témoins de mariage d'un autre boucher. Et souvent, quand il y en a un, il y en a deux, parfois il y en a trois, et parfois même il y en a quatre. Donc on se retrouve avec des mariages de bouchers entre bouchers, dont les témoins sont des bouchers. 42 mariages quand même, où on retrouve des témoins bouchers. 13 bouchers qui déclarent ou qui sont parrains de l'enfant d'un confrère. Parrains, c'est-à-dire qu'ils transmettent aussi souvent le prénom. Et c'est pour ça qu'on les retrouve, ce sont souvent des bouchers qui vont accueillir leur filleul en tant qu'apprenti quand il aura l'âge de l'être. Et aussi des bouchers qui déclarent le décès d'un confrère, donc des liens d'amitié assez importants entre ces bouchers tout au long de leur vie. Il y a d'autres liens, il y a d'autres relations qui ont retenu aussi mon attention. Il faut le dire, c'est dans des proportions assez difficiles à déterminer, une sorte de concurrence et de solidarité entre bouchers. Concurrence, puisque quand il y a les amodiations qui reviennent, alors ça dépend, parfois c'est tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, que ce soit pour la boucherie, pour les bancs de l'église neuve, il y a des amodiations publiques. Et à ce moment-là, ce sont des enchères, c'est un système d'enchères. Donc là, on observe une concurrence, par exemple, sur les meilleurs bancs de la grande boucherie. Les bancs les plus visibles, ceux qui vont avoir le plus de débit,
on voit une concurrence assez sévère, des enchères qui sont parfois au nombre de 12, 13, 20 enchères successives, et donc des prix qui montent. Donc là, ce n'est pas leur intérêt, ils sont véritablement concurrents, et c'est au bénéfice de la ville. Mais on observe aussi souvent, et peut-être presque autant, une solidarité de ces bouchers pour l'usage des bancs, puisque parfois la ville préfère avoir une amodiation groupée. C'est-à-dire qu'elle suggère, et c'est souvent la volonté de la ville, plutôt que d'amodier banc par banc, ce qui est très long, un peu compliqué, fait beaucoup de paperasse, la ville demande, elle ne l'obtient pas toujours du préfet, la possibilité d'avoir une amodiation en bloc, c'est-à-dire d'amodier les 10 bancs de la boucherie, et après, à celui qui a gagné l'amodiation, de se débrouiller avec ses confrères. Et donc là, on voit une certaine solidarité, puisqu'on voit des bouchers qui n'ont pas obtenu l'amodiation et qui s'entendent avec celui qui l'a obtenu. On peut aussi se dire qu'il y a une solidarité cachée, puisqu'il y a beaucoup de bouchers qui n'ont pas de place à la boucherie, qui sont des revendeurs. Et qui dit revendeur dit qu'ils ont passé un accord avec le boucher tueur pour pouvoir écouler une partie des viandes des bêtes qu'il a abattues. Et ça, c'est difficile à percevoir parce qu'on n'a pas de traces de cela. Mais si on a des bouchers qui revendent sur le marché, évidemment, ce ne sont pas des viandes qu'ils ont tuées eux-mêmes. Donc là, il y a un système aussi de solidarité, mais aussi un système hiérarchique qui se met en place. Pour autant, on a des plaintes. Parfois, on a des concurrences entre bouchers. J'en ai trouvé une qui est assez intéressante. C'est une pétition de bouchers de 1806 qui se plaignent de la concurrence déloyale des bouchers de Montmoreau, Chilly, Conliège et de ceux qu'ils appellent les faux bouchers de la ville. Parce qu'à ce moment-là, ils n'arrivent plus à vendre leurs veaux. Et donc, ils se plaignent auprès du maire en disant « Nous serons forcés par la police à la famine ». Il y a pour eux trop de surveillance et pas assez pour ces fameux faux bouchers. Et donc, pour cela, ils demandent une baisse de leur droit d'entrée. C'est un peu quelque chose qui vient régulièrement. Moins de droits, moins de choses à payer parce qu'ils s'estiment effectivement dans une concurrence déloyale avec ceux qui sont des fraudeurs. On en reparlera. Enfin, dernier élément qui me paraît intéressant, c'est les relations avec les tanneurs. Vous avez vu dans les tableaux que je vous ai fait passer, pas de traces de tanneur, c'est-à-dire pas de tanneur boucher, pas de fils de tanneur qui devient boucher, et pourtant les deux professions sont étroitement liées, puisque les tanneurs vont se servir des peaux que les bouchers leur ont laissées. Or, cette relation, elle se voit à un seul endroit dans les sources, ce sont dans les, justement, baux d'amodiation, puisque la ville exige que chaque boucher qui enchérit pour avoir un banc puisse avoir un cautionnaire. Et le cautionnaire de ces bouchers, c'est quasiment toujours un tanneur. Donc il y a une sorte d'alliance des professions, puisque les uns dépendent des autres, et c'est le seul endroit, mais il est très régulier, et on sent effectivement qu'il y a des moyens chez les tanneurs qu'ils mettent finalement au service de l'activité des bouchers. Mais bien sûr, il y a les bouchères. Et je vous ai trouvé ici, il n'y en a pas beaucoup, une représentation d'une bouchère en 1825. Et ces bouchères sont extrêmement importantes. Comme je vous l'ai dit, je vous l'ai montré tout à l'heure, sur l'échantillonnage de 200 bouchers, il y a quand même 75 bouchères. On est presque sur du 50-50, et je pense que certaines bouchères ont échappé à ma vigilance ou ne sont pas recensées comme telles, mais on parle véritablement de bouchères à l'époque, et il ne faut pas croire que ces bouchères sont seulement des femmes d'eux ou filles d'eux, parce qu'il y a des bouchères qui rentrent dans la profession sans avoir de la tâche, et puis surtout, elles ne sont pas que vendeuses. Parce qu'on pourrait se dire, bon, partage des rôles entre le boucher qui tue, qui débite, et la bouchère qui vend, qui est un peu la répartition traditionnelle à laquelle on s'attend. Non. J'ai un exemple, enfin, j'ai même plusieurs exemples. Par exemple, les bouchères mère et fille, Marguerite Vivian et Marie Cretin. Alors, Marguerite Vivian, née en 1732, morte en 1803, elle, c'est une fille et une femme de boucher, mais elle est veuve à 50 ans. Elle est née à Conliège, elle est ensuite domiciliée à Montmoreau, et elle est titulaire d'un banc à la boucherie de Lons de 1790 à 1800. C'est-à-dire que pendant 10 ans, elle se trouve à côté des bouchers et elle fait leur travail. C'est-à-dire qu'elle achète des bêtes, elle les tue, elle les débite, puisque c'est elle qui est titulaire du banc.
C'est la première femme qui est titulaire d'un banc de boucher à Lons. Sa fille, Marie Cretin, donc est née en 1766, morte en 1846, comme quoi ça préserve, hein, 80 ans. C'est la fille de la précédente, elle est aussi née à Conliège, elle a épousé un boucher en 1795, mais c'est elle qui est titulaire du banc de boucherie de 1798 à 1805. Elle doit prendre un peu la succession de sa mère. En revanche, ce qu'on apprend aussi d'elle, c'est que c'est une fraudeuse patentée. Elle abat un mouton, puis un veau à son domicile, à Conliège, sans déclaration, sans patente, ni octroi. Donc, il faut aussi se dire qu'il n'y a pas, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, d'un côté les bouchers et les fraudeurs, mais souvent les premiers des fraudeurs sont les bouchers eux-mêmes. Une autre qui peut être intéressante aussi, c'est Marie Vandel, 1756-1830, qui est fille de cultivateur de Nozeroy. Elle épouse un vigneron de Lons en 1786. Elle est veuve en 1794 et elle occupe une étale de charcutière sur le marché de 1806 à sa mort en 1830. Donc pendant 25 ans, je crois que c'est la seule, pendant toute cette période, à être tout le temps présente. Pendant chaque année, elle a son étale au marché et elle vend de la charcuterie. Donc là, si elle vend, c'est une revendeuse. Elle ne tue pas, elle n'est pas à l'église neuve, donc elle va revendre sur le marché, et il est probable, même si elle habite Lons, qu'elle soit aussi revendeuse dans d'autres marchés du secteur. Donc on a des bouchères. Deuxième partie, j'irai un petit peu plus vite. Les bouchers dans la cité, je me suis intéressé ici à leur niveau d'instruction, puisque quand on a les états civils, c'est pratique, on a les signatures ou l'absence de signature. Et donc ici, tableau un petit peu compliqué. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dès les années 1740, les hommes bouchers sont alphabétisés, ils savent au moins signer leur nom, à hauteur de 80%. Vous voyez ici, 80%, 1740, 1760, sur des effectifs qui sont quand même assez intéressants. On retrouve ces 80% pour les 20 ans qui suivent. On a toujours le même ici, 87, 82. Donc on a un total à 81% pour les hommes tout au long de la période. Nos bouchers savent écrire. En revanche, pour les femmes, vous voyez qu'il y a une progression assez importante pendant toute la période, puisqu'on passe de 40% de femmes illettrées. Alors, je pense que, vu les effectifs, ce n'est pas très significatif, mais c'est plutôt significatif ici. 80% d'illettrés, 66, 25. On arrive à 50% pour la période, mais on voit bien que les femmes rattrapent leur retard sur les hommes au cours de cette période-là. Ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement, mais je me dis que ça peut être utile à d'autres qui travaillent sur ce domaine-là, puisque j'avais les effectifs, autant travailler dessus. Ces bouchers, ils intéressent beaucoup l'autorité municipale. Je vous l'ai dit, il y aurait une étude ici à faire sur le budget. Je ne me suis pas penché dessus, mais pendant toute la période, ce sont eux qui rapportent le plus au budget municipal. Non seulement l'aspect budgétaire est important, mais aussi les actes municipaux. Très étonnant de voir le nombre d'actes consacrés à la boucherie ou au boucher. Vous voyez ici les délibérations, plus une trentaine sur moins de 20 ans, des arrêtés, des pétitions. Les pétitions sont extrêmement nombreuses à l'époque. C'est d'ailleurs quelque chose qui gagnerait peut-être à être réhabilité parce que c'est un vrai outil démocratique à l'époque pour faire remonter les problèmes. Les pétitions, je trouve que c'est quelque chose, en tous les cas la lecture de ces pétitions est toujours quelque chose de très intéressant pour l'historien parce qu'il parle de problèmes très basiques et ils appellent une réponse de l'autorité municipale. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être une piste intéressante. La question que je me suis posée aussi, c'est est-ce que ces bouchers, puisqu'ils ont une importance économique notable, ont une place politique? Eh bien, aucune. Un boucher n'est pas conseiller municipal. Aucun boucher n'est conseiller municipal à Lons pendant toute cette période. Je n'en ai trouvé qu'un à Montmoreau, un certain Jean-Claude Nicolas, qui est adjoint du maire de Montmoreau en 1830. Sur 125 bouchers, c'est le seul. Donc ils sont tenus, parce que quand même l'image du métier reste quand même assez négative, donc ils ramènent de l'argent, mais ils restent à l'écart des décisions. Il y a beaucoup de règlements de boucherie.
beaucoup de règlements de boucherie, sachant que ces règlements s'appuient, pour l'essentiel de la période, sur un règlement antérieur qui est celui de 1760. Alors, on lira peut-être pas tout, mais les principes sont posés dès 1760 et les autres règlements rappellent, précisent, mais le cadre reste le même. Et vous voyez que c'est le premier article. Interdiction de vendre la viande pour ceux qui ne sont pas bouchers lédoniens. Donc, profession quand même fermée. Ceux-ci doivent obtenir la permission des magistrats. Obligation de tuer dans la tuerie et de vendre dans la boucherie. Ça, l'article 3, c'est l'article cardinal. Certificat avant, après la tuerie des bêtes pour éviter les maladies. L'aspect sanitaire. Interdiction de tuer vaches et veaux de moins de 3 semaines. Interdiction de souffler les bêtes et de les fourrer avec des graisses. Ça, c'est la tromperie. Alors qu'elle était beaucoup plus présente dans ce que j'ai pu voir justement de la fin du XVIIIe qu'au XIXe siècle. Il semble que la clientèle soit un peu plus avisée. Vente des viandes au poids et au prix de la taxe sans distinction de personne. Chose que je ne vous ai pas dit et qui est très intéressant aussi, ils ne choisissent pas le prix de la vente de leur viande. Le boucher vend à hauteur de la taxe fixée par le maire chaque année. Donc c'est un commerce véritablement réglementé, réglé. Hein, on n'est pas boucher en le voulant seulement, il faut l'autorisation. Il faut payer par tête de bétail qui entre une taxe, et en plus on vend au prix fixé par la taxe de la viande, fixée par le maire. Donc il y a un rapport chaque année, en quelque sorte, il y a des relations, qui laissent d'ailleurs des traces dans les archives, mais pas toujours, entre les bouchers d'un côté et le maire de l'autre pour fixer le prix, puisque le maire doit trancher entre l'intérêt des bouchers et celui de la clientèle des bouchers. Les poids et les balances sont vérifiés, interdiction de boucher d'insulter, outrager ou de blâmer quiconque, ou de le faire entre eux. Là, il y a quand même beaucoup de problèmes. On imagine une atmosphère à l'intérieur de cette boucherie assez haute en couleur. Je passerai vite sur les règlements suivants. Vous aurez l'occasion de les voir dans la publication qui interviendra assez vite, je pense, dans les prochains travaux de la SEJ. Je vous ai mis une affiche, ici, qui date de 1801, qui est plutôt une affiche destinée d'ailleurs à la clientèle, puisqu'il était quand même possible de faire tuer des bêtes à la boucherie pour des particuliers. Mais à ce moment-là, il faut passer par tout un système, et donc par des bouchers autorisés. Vous avez encore des arrêtés, un arrêté de 1802, un autre de 1805, je passe un peu plus vite. Vous voyez qu'on précise au fur et à mesure du temps le cadre d'exercice des bouchers, un autre en 1811, et finalement celui de 1826 qui peut retenir ici notre attention, puisque c'est un arrêté sur l'introduction et la vente des viandes dépecées. C'est la première fois, à partir de 1826, où on peut faire rentrer de la viande dépecée, donc tuée ailleurs, et vendue à l'once. Avant 1826, interdiction de vendre à l'once de la viande qui n'aurait pas été tuée dans la tuerie de l'once. Donc c'est un début de commerce, en quelque sorte, de commerce à une échelle plus importante que l'échelle locale. Bien sûr, c'est lié à l'intensification des règles de l'octroi. Là aussi, c'est un beau sujet, parce qu'il y a des archives assez importantes, des bâtiments de l'octroi à chaque entrée de l'once. Et là, c'est un sujet qui pourrait aussi intéresser des historiens locaux. L'aspect police, puisque quand on parle de règlement, on parle de police des boucheries. Alors, sur l'aspect police, petit tableau aussi, puisque j'ai pu avoir une vue assez exhaustive de ce qui restait dans les archives municipales concernant la police des boucheries, et donc j'ai retenu ici le type d'infraction. Colportage, non-respect du prix, salubrité, boucherie clandestine, poids et mesure, pas de viande disponible, or les bouchers s'engagent à avoir toujours de la viande disponible sur leur étal, c'est aussi une de leurs obligations. La question des chiens, la question des injures. Quelques exemples, quelques anecdotes, parce que c'est un sujet qui est intéressant. Sur le colportage, il y a deux échantillonnages, je ne sais pas donc pourquoi c'est lié, mais il y a 2 années dans cette période-là, 1811 et 1821, où on a quasiment toutes les archives policières de la ville. Pour 1811, j'ai retrouvé 7 rapports du commissaire Cordier, qui était le commissaire de police de Lons à l'époque. Il saisit de février à juillet 17 kilos de viande, un demi-veau, un mouton, sur des particuliers et sur des bouchers.
les viandes saisies sont enfouies, c'est-à-dire détruites et enfouies à proximité de la fontaine aux cerfs, qui est à proximité de l'ancien cimetière des pestiférés, qui, pour les Lédoniens d'aujourd'hui, se situe en face du lycée Jean-Michel. C'était le lieu d'enfouissement des viandes saisies et avariées. On a aussi le non-respect du prix, qui revient assez souvent, parce que finalement, les bouchers vendent plus cher que la taxe. La question de la salubrité. Alors, j'ai quelques exemples assez intéressants. Il y a un arrêté de 1808 du maire qui crée un certificat sur la provenance géographique des bêtes abattues à l'once. C'est assez intéressant par rapport à tout ce qu'on a pu vivre, et encore avec la maladie de la vache folle, etc., où on voit des circuits entre le lieu de vie de ces bêtes, le lieu d'abattage, le lieu de dépeçage, le lieu de vente. On commence dès 1808 à se demander d'où viennent les bêtes. Et donc on exige un certificat du maire de l'endroit où elles ont été élevées. En 1822, le commissaire Pointel, dont on aura peut-être l'occasion de reparler, en tous les cas, je propose à la société une communication sur lui prochainement. Ce commissaire Pointel, qui est commissaire de l'Once de 1817 à 1822, fait des visites chez les bouchers, et en particulier, il va chez un charcutier d'Usério, sur ordre du maire, parce que le maire lui a affirmé que des gens avaient acheté de la vente avariée. Et donc le commissaire va sur place, il prend un échantillon, il le goûte, enfin, il raconte tout ça dans sa lettre au maire, et il trouve que la viande est excellente. Il ramène même un échantillon au maire pour que lui-même puisse goûter la qualité de la viande du charcutier d'Usério. Voilà. On a aussi des boucheries clandestines. Sur ces boucheries clandestines, il y a un arrêté de 1805, un arrêté préfectoral cette fois-ci, donc ce n'est pas le maire, c'est le préfet, qui donne pouvoir au maire de l'Once, tenez-vous bien, on est ici à Montmoreau, et qui donne donc pouvoir au commissaire de l'Once de faire fermer des boucheries clandestines qui se trouveraient sur la commune de Montmoreau. Puisque la commune de Montmoreau n'agit pas contre la fraude, suite à la plainte des bouchers de l'Once, le préfet autorise le commissaire de l'Once à poursuivre les boucheries clandestines qui sont nombreuses, nous dit-on, à Montmoreau. Enfin, la question des chiens, qui est amusante. Un arrêté du maire de 1808 aussi. Plusieurs chiens dans la boucherie compromettent journellement la tranquillité et la sûreté publique. Ce à quoi il est précisé que nul boucher ne pourra avoir plus d'un chien dans la boucherie, c'est-à-dire qu'ils en avaient plusieurs avant, lequel devra être attaché. Et article 2, aucun tripier ne pourra avoir de chien sur son banc au devant de la boucherie, puisque les tripiers étaient installés sur le pont de la rue Saint-Désiré, en face de la boucherie. Ils n'avaient pas droit à l'intérieur, ils étaient à l'extérieur. C'est à peu près la seule indication qu'on ait de localisation de la place des tripiers, c'est vous dire l'importance qu'on leur donnait. On a quelques personnes qui sont chargées de faire respecter ces règles. Donc là, c'est assez intéressant. On a bien sûr au premier lieu le commissaire de police, avec des agents qui sont toujours au nombre de 3, 4, 5, et ça va en augmentant. On parle en ce moment à l'Once de la police municipale. Il y avait déjà à l'époque à peu près 4 ou 5 agents de la police municipale à l'Once. Et puis on a des fonctionnaires dédiés. Alors c'est sans doute une profession qui n'est pas véritablement encadrée, parce que le titre de ces fonctionnaires change à chaque titulaire. On parle d'un receveur de la viande, d'un commissaire aux boucheries, on parle d'un préposé aux boucheries, d'un garde des boucheries, d'un commis de la boucherie. Tout cela en l'espace d'une trentaine d'années. Avec aussi, et c'est à noter, un artiste vétérinaire. Puisque bien sûr ces bêtes, avant d'être abattues, doivent être soumises à un vétérinaire qui est artiste vétérinaire, c'est sa qualité. Enfin, les relations avec les riverains. Alors, les relations avec les riverains sont, vous l'imaginez, assez complexes. En 1805, une pétition des habitants de la rue de l'Administration, c'est-à-dire de la rue Saint-Désiré, contre les exhalaisons nuisibles venant de la boucherie et les immondices répandus dans la rivière et particulièrement sous le pont, pendant la période de sécheresse. C'est-à-dire, on est en plein été, on est le 20 juillet. Il demande de remettre l'eau détournée par les usines pendant quelques heures par jour, puisque manifestement, les bouchers qui étaient au-dessus de la rivière déversaient ce dont ils n'avaient pas besoin dans celle-ci, mais s'il n'y a pas de débit, effectivement, ça reste et ça risque de sentir pas très bon. Donc le maire obtient cela, puisque l'eau qui était détournée vers les moulins
est remise dans le lit de la rivière pour vidanger en quelque sorte les immondices des bouchers. En 1807, une pétition présentée au maire par un voisin qui s'appelle Baumal, qui est juste en face, qui était, je crois, banquier, mais Jean-Michel me confirmera, et qui, lui, présente même une souscription de 1200 francs, donc on est en 1807, 1200 francs, il s'est cotisé avec les voisins pour que la boucherie déménage. Donc là, ils apportent de l'argent privé au maire pour que le projet de déplacement de la boucherie avance un peu plus vite. C'est dire si les nuisances étaient importantes. On a 12 voisins, j'ai regardé le plan de l'époque, ce sont tous les voisins autour de la boucherie qui signent et qui apportent, ils sont je crois 6 à apporter de l'argent. La somme qu'ils avancent, c'est quand même 1200 francs sur un projet qui était estimé de tuerie à l'époque à 6000 francs. Donc vous voyez que c'est déjà 20% de la somme qui est apportée pour faire accélérer les choses. Alors, en guise de conclusion, je crois que j'ai été un peu trop long, je vous ai mis quelques illustrations ici de Daumier, puisqu'on est dans les années 1856. Donc on a une vue, je pense, de ce à quoi devaient ressembler nos étals de boucher à l'époque. En guise, on peut les faire défiler, je crois qu'il y en a 3. Quelques mots en conclusion. Ce qui pourrait nous intéresser, ce sont ces hiérarchies internes, finalement. Parce que derrière ce terme de boucher, on se rend compte qu'il y a une grande pluralité et une grande hiérarchie, selon plusieurs critères. D'abord, la structure familiale. On voit que les bouchers héritiers n'ont pas la même place que les nouveaux entrants. Selon la pratique, être boucher est supérieur à charcutier, lui-même supérieur à tripier. Selon le lieu de résidence, les bouchers de Lons sont souvent plus fortunés que les bouchers de Montmoreau et de Conliège. Sur le lieu d'exercice aussi, les bouchers de la boucherie sont plus fortunés que les bouchers qui ont leur étal autour de l'église neuve. Les charcutiers de l'église neuve sont plus fortunés que les charcutiers qui vendent sur le marché. Une hiérarchie aussi en fonction du sexe. Il y a déjà certainement une distribution des rôles, et finalement, rares sont quand même les bouchères qui sont des bouchers à part entière. Et puis enfin, selon le type d'implication, c'est un domaine qui est intéressant, je vous en ai parlé, des bouchers à temps plein et des bouchers à mi-temps ou des bouchers qui sont en complément de revenus. Ça fait aussi plusieurs catégories de bouchers. Donc vous voyez que finalement, sur une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, pour Lons et les environs, on a une profession importante et qui est modifiée totalement par la Révolution. Il serait intéressant de se pencher effectivement sur ce qui se passe au XVIIIe siècle. Je pense qu'on aurait quelque chose de beaucoup moins riche, parce que beaucoup plus codifié. Or là, les codes tombent, même si la ville entend garder quand même des règles qui nous paraissent assez contraignantes, mais on sent une profession qui veut s'émanciper de cette tutelle publique et qui y parvient. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.